Aucun ossement provenant de préhumains aussi vieux n'a été retrouvé ailleurs qu'en Afrique. Mais alors, Jamy, le berceau de l'humanité, ce serait l'Afrique? L'Afrique de l'Est, précisément. Soyons tout de suite rassurés, l'homme fait partie des singes. Les thèses officielles de notre société nous expliquent que les humains descendent de primates provenant d'Afrique, en retirant toute autre hypothèse quant à l'origine de l'homme. Cependant, ces idées ont toujours fait l'œuvre de vifs débats au sein de la communauté scientifique. Dans cette vidéo, nous retracerons l'histoire de cette théorie depuis son origine, nous traiterons de ses fondements, ses arguments, ses enjeux, ses scandales, et expliquerons pourquoi elle est une vision falsifiée de la réalité de la science. L'opinion qui donne le singe pour ancêtre à l'homme n'est pas nouvelle. On en trouve des traces à diverses époques. Mais cette histoire débute véritablement dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsque quelques penseurs tels que James Burnet, en 1770, avancent dans des discussions philosophiques l'hypothèse que l'homme provient du singe. Et ce dernier fut vivement critiqué car il avançait que les humains naissaient en des époques antérieures avec des queues, mais qu'il se les avait coupés. Mais ces débats sont très marginaux, très controversés et ne concernent pas le monde scientifique à cette époque. Cependant, dans les hautes sphères, certains cercles d'influence politique et économique s'intéressent à ces théories, car elles constituaient en coulisses la base de nouvelles perspectives politiques. En effet, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, cette pensée progressiste sert en fait tous les phénomènes de société en cours. Remise en cause du pouvoir de l'Église et de l'État, athéisme, industrialisation, capitalisme. L'Occident est alors en pleine ébullition. Industrialisation de l'Europe et émancipation de la bourgeoisie ébranlent la société sous tous ses angles. Mais comme à chaque fois dans l'histoire qu'un nouveau système économique ou politique s'impose, il cherche d'abord à se légitimer en se construisant un roman historique et une base idéologique. À l'aube du XIXe siècle, le monde va vivre la période de transition la plus radicale de son histoire. Après des millénaires de paysannerie traditionnelle et d'artisanat, l'avenir appartiendra désormais aux grandes industries capitalistes, aux banques et à l'athéisme. Ce changement si brutal conduit par la recherche absolue du progrès matériel et du profit ne pourrait que se justifier à travers une nouvelle vision du monde, des nouvelles croyances et des nouveaux dogmes. Les financiers ont compris une chose, un peuple déraciné sera beaucoup plus mobile et maniable. Les paysans rejoindront plus facilement les villes afin de remplir les usines et les rues adjacentes de consommateurs s'ils sont détachés de leur vie traditionnelle et religieuse. C'est à ce moment précis, dès la première moitié du XIXe siècle, que des réseaux d'industriels soutiennent des figures qui propagent des théories athéistes à travers des primates ancestraux dont descendraient les hommes. Le plus connu des leurs, Erasmus Darwin. Né en 1731, le grand-père de Charles Darwin en personne était déjà financé pour publier des travaux qui prouveraient que l'origine de l'homme proviendrait du singe. Franc-maçon dans la loge numéro 2 de Canongate Calwining en Écosse et proche d'Adam Weishaupt, qui est le fondateur des Illuminati, il était responsable de réunions secrètes importantes à but industriel et politique à travers la Société lunaire de Birmingham, un club privé dont les événements se déroulaient dans la demeure d'Erasmus Darwin, composé d'éminentes personnalités de l'industrie, de la chimie, de philosophes et d'intellectuels dont les Américains Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, le chimiste James Squire et les industriels et inventeurs de la machine à vapeur James Watt, Matthew Boulton et John Whitehurst. Erasmus Darwin propageait déjà en 1802
50 ans avant son petit-fils Charles Darwin dans son livre Temple of Nature, l'idée que l'apparition de la vie était liée à une cause accidentelle à partir de bactéries qui apparaissent toutes seules en vivant dans la boue et que ces dernières sont responsables de l'origine du singe, puis de l'homme. À travers ces mouvements minoritaires, il y a une volonté de balayer l'ordre naturel afin d'établir une nouvelle société basée sur la non-existence de Dieu et sur la maximisation du profit. C'est dans ce contexte que certains auteurs méconnus se voient être mis en avant et financés par des groupes d'influence en lien avec les premières industries et organisations politiques modernes pour prôner que le singe est l'ancêtre de l'homme. Malgré tout, au début du XIXe siècle, ces idées ont du mal à être acceptées et sont réfutées par la majorité des scientifiques. Et pour cause, ces auteurs évolutionnistes, encore très minoritaires, manquent d'un élément crucial, les preuves matérielles. C'est dans cet état d'esprit qu'en 1829, une première tentative émane de Philippe Charles Schmerling, un médecin et naturaliste belgeo-néerlandais, qui s'excite de la découverte d'un demi-crâne et de fragments dans une grotte en pensant détenir l'origine de l'humanité entre ses mains. Plus tard, en 1848, Edmund Flint ramasse un crâne ancien dans une carrière et postule la même chose que Schmerling. Mais à cette époque, personne ne prend les deux hommes au sérieux, qui restent méconnus du grand public. Comment pouvoir arriver à de telles conclusions? Les os présentés sont cassés, les squelettes sont incomplets, aucune méthode de datation ou d'analyse n'a été effectuée, et puis il n'y a rien d'anormal à trouver des ossements dans des grottes, qui sont des lieux régulièrement fréquentés par les animaux comme les hommes. Mais rebelote au mois d'août 1856, dans le cadre de l'exploitation d'une carrière, des ouvriers vidèrent une petite cavité de cette vallée, la petite grotte de Feldhofer. Ils y découvrirent des ossements et un fragment de crâne. Jusque-là, rien d'anormal. C'est une chose fréquente pour les ouvriers. Certains disent qu'il s'agit d'un crâne d'ours, d'autres postulent que c'est celui d'un homme grossier. Peu importe, ils sont habitués à trouver tout et n'importe quoi dans ces grottes. On l'oublie trop souvent, mais ces endroits qui seront tant convoités par les évolutionnistes ont toujours été des amoncellements de détritus naturels en tout genre, de toutes époques, de tous les animaux. Contrairement aux idées reçues qui voudraient que les grottes soient des lieux préservés depuis des millions d'années, elles sont en réalité des lieux de passage fréquents à travers les siècles, des lieux insolites et secrets convoités par les animaux comme les humains, tantôt des cachettes pour brigands, parfois le domicile d'un ermite, souvent un terrain de jeu pour des groupes d'enfants, voire le refuge d'individus tarés ou malformés qui ont été chassés de leur village. Mais alors que depuis des siècles, ces ossements n'étonnaient personne, de manière douteuse, un certain Johann Karl Fuhlrott, enseignant d'histoire naturelle, se rend sur place et s'empresse d'acquérir ces os pour son compte personnel avec son ami Hermann Schaufhausen. Les ouvriers de la carrière sont surpris de l'intérêt que portent ces hommes sur ces ossements qu'ils trouvent tous les jours sur les chantiers et sont complètement anodins. Mais bon, ces hommes les demandent, alors ils leur donnent. Ces deux hommes appartiennent à la même mouvance idéologique qu'Erasmus Darwin. Ils fréquentent également les mêmes cercles évolutionnistes que son petit-fils, Charles Darwin. Or, leurs hypothèses sont encore perçues comme fantaisistes par le milieu scientifique conventionnel qui était radicalement opposé à ces allégations. Depuis des années, un élément déterminant leur manquait toujours pour prouver leur théorie et il fallait y remédier rapidement, les preuves matérielles. Mais à une époque où les outils d'analyse étaient très archaïques, il était facile d'affirmer tout et n'importe quoi sur des os retrouvés. Fuhlrott se met au travail. Il choisit la grotte de Feldhofer pour obtenir des os. La coïncidence hasardeuse veut qu'elle se trouve dans la vallée de Néandertal, toponyme qui signifie en fait, depuis des siècles, la vallée de l'homme nouveau. Dans un élan aux allures scientifiques, sans aucun outil de datation ni analyse, détenant une partie d'une calotte crânienne et quelques fragments d'os cassés, n'ayant aucune connaissance de son information génétique ni des matières molles comme la peau, les yeux ou les organes, ils attribuèrent ces caractères à un individu préhistorique, mi-homme, mi-singe, datant d'une époque très ancienne, peut-être de plusieurs millions d'années. Le mythe de l'homme de Néandertal était né. Et cela juste à temps pour le fameux livre de leur ami Charles Darwin sur la théorie de l'évolution, qui devait sortir 2 ans plus tard. Ainsi, le premier endroit emblématique
choisi pour la supposée découverte d'un homme-singe avec comme nom depuis des siècles celui de l'homme nouveau, la vallée de Néandertal. C'est à peine croyable, à peine sérieux, mais ça plaît. La paléoanthropologie vient de naître. Le 2 juin 1857, Fuhlrott et Schaffhausen tentent d'abord de répandre leur théorie devant une société scientifique de Bonn. Mais ils échouent, car les chercheurs ne sont pas crédules. Ces derniers reprochent aux deux hommes de surinterpréter ces trouvailles à des fins politiques et proposent d'autres hypothèses, beaucoup plus simples, comme celle d'un homme dégénéré, souffrant d'arthrite, ou d'une autre espèce animale, mais rien à voir avec un hybride entre l'homme et le singe. Pourtant, en 1865, Fuhlrott persiste et publia son livre « L'homme fossile de Néandertal », où il parle de sa théorie. Des dessins reconstruits d'hommes de Néandertal ressemblant à des singes poilus sont représentés et propagés dans des revues savantes, et même plus tard dans des manuels scolaires qui prétendaient que nous avons trouvé là le chaînon manquant de l'évolution entre l'homme et le primate. Le scientifique Rudolf Virchow s'insurge contre cette tentative de fraude de Karl Fuhlrott et s'oppose au débat sur l'authenticité de l'homme de Néandertal en tant qu'espèce distincte et ancestrale de l'homme moderne. Il examina lui-même le fossile en 1872 et présenta ses observations devant la Société anthropologique de Berlin. Il a déclaré que ces ossements n'étaient en aucun cas la preuve d'une forme primitive de l'homme, mais plutôt celui d'un être anormal, à qui, en jugé par la forme de son crâne, avait été blessé et déformé, et compte tenu de la forme inhabituelle de ses os, avait été arthritique, rachitique et faible. Finalement, le fossile, en tant qu'espèce transitoire, avait été rejeté. En 1908, second coup de théâtre, on vient de déterrer à la chapelle au Sein, en Corrèze, un corps avec de gros bourrelets et de grosses arcades sourcilières. Nul doute pour les évolutionnistes, il s'agit là encore, comme en 1856 avec Fuhlrott, d'un Néandertal. Mais voilà, cette fois, ce crâne grossier est couché en position fétale et il semble qu'il a été déposé dans une sorte de tombe. Étrange pour un animal mi-homme mi-singe censé être sauvage. Là encore, comme en 1856, il pourrait tout à fait s'agir d'un homme trapu, mal formé ou malade. Mais nul doute pour les évolutionnistes, il s'agit d'un primate néandertalien. Or, un problème subsiste. Trouvés dans cette tombe avec une telle position, ils sont obligés d'admettre qu'il ne s'agit plus d'une brute épaisse totalement arriérée. Par cette seule découverte, ils concèdent désormais le fait qu'il possédait pleinement la conscience de la mort et qu'il était relativement proche de l'homme. Naturellement, les illustrations qui représentaient l'homme de Néandertal pendant plus d'un demi-siècle comme un primate sauvage avec une massue disparaissent progressivement sans qu'aucun évolutionniste ne s'excuse de ces erreurs mensongères. Mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, le consensus scientifique, qui autrefois plaçait l'homme de Néandertal comme un animal mi-singe mi-homme, dit qu'il maîtrisait parfaitement le langage et disposait d'une intelligence très similaire à celle de l'homme actuel. Même le magazine Time a proclamé que la primitivité de Néandertal était injustifiée et qu'il pouvait marcher dans la rue aujourd'hui sans être reconnu. De plus, la taille du crâne montre que son cerveau était en fait 13% plus grand que le cerveau moyen de l'homme moderne, ce qui rend impossible le fait d'être un intermédiaire entre l'homme et le singe. Progressivement, toutes les analyses concluent que ce qu'on trouvait dans les grottes sous la dénomination de l'homme de Néandertal n'était autre qu'un homme comme nous, dans le sens où il n'a jamais été démontré que tous les soi-disant restes, catégorisés comme néandertaliens, sont plus différents de nous que toutes les différences qui existent déjà au sein de notre espèce humaine, entre un aborigène d'Australie et une norvégienne, ou entre un asiatique et un africain. Mais au lieu d'abandonner le concept impertinent de Néandertal, les évolutionnistes ont simplement pris le soin de considérer ces ossements non plus comme un singe évolué avec Fuhlrott, mais comme une espèce très proche de nous, Homo neanderthalensis. Pour en terminer avec l'homme de Néandertal, Rainer Protsch, un professeur allemand qui eut pour rôle de dater les fossiles de l'homme de Néandertal, trouva qu'ils étaient vieux de 36 000 ans, ce qui permettait de l'intégrer parfaitement dans la chronologie évolutionniste. Sauf qu'il a été contraint de prendre sa retraite en disgrâce après que les responsables de l'université de Francfort
ont déterminé qu'il avait fabriqué des données et plagié le travail de ses collègues au cours des 30 dernières années. Le supposé expert de la datation carbone 14 falsifiait ces données. Il a été déterminé que tous les restes squelettiques, soi-disant de Néandertal, n'ont pas plus de quelques milliers d'années, certains seulement quelques centaines. Han Hofer-Sandmann, connu pour avoir été l'Allemand le plus vieux du monde à 36 300 ans, s'est avéré n'avoir que 7 500 ans. La femme Bischoff-Speyer, un spécimen de 21 300 ans, connu pour ses dents remarquablement bien conservées, n'avait que 3000 ans. Et Paterborn-Sandeman, daté par Proch d'il y a 27 400 ans, était mort au XVIIIe siècle. Ludwig Kowalski du département des sciences mathématiques à l'université d'État de Montclair publia le 22 février 2005 un texte nommé « Les réclamations frauduleuses du professeur Rainer Proch ». Cette affaire était si importante que l'archéologue qui a découvert le canular, Thomas Teberger, a annoncé que l'anthropologie va devoir complètement revoir son image de l'homme moderne il y a entre 40 000 et 10 000 ans. Peut-être devrions-nous nous remettre en question sur notre obsession à la datation, déclare Jeffrey Schwartz de l'université de Pittsburgh. Lorsque les scientifiques pensaient que Han Hofer-Sand était vraiment vieux, ils ont commencé à y interpréter des caractères archaïques. Qu'est-ce qu'ils vont chercher maintenant qu'ils savent qu'il a à peine 7500 ans? Après avoir abordé l'homme de Néandertal, nous allons entrer dans le vif du sujet en analysant point par point les espèces emblématiques qui constitueraient, d'après la thèse de l'évolution, notre passé évolutif. Véritable star de la préhistoire et représentant idéal de l'homme préhistorique pour tous les enfants, l'homme de Cro-Magnon est découvert en 1868. Il est donc la deuxième découverte médiatisée par les évolutionnistes après l'homme de Néandertal. Lors de cette découverte, les anthropologues Armand de Quatrefages et Ernest ThéodoreAmy, qui étudièrent les squelettes, proposèrent qu'il s'agit d'une espèce intermédiaire entre les primates et l'homme pour définir en 1874 la race de Cro-Magnon, qui connut un grand succès et fut même utilisée durant une époque pour désigner l'ensemble des fossiles trouvés en Europe occidentale. Cependant, là encore, cette classification d'hommes de Cro-Magnon est désormais abandonnée. Les squelettes retrouvés mesuraient entre 1,70 m et 1,90 m et avaient un physique semblable à l'homme moderne. L'homme de Cro-Magnon s'est en fait révélé être un Homo sapiens comme nous. Eugène Dubois, né en 1858, médecin et anthropologue, se passionne pour la recherche du chaînon manquant entre le singe et l'homme. Suivant la théorie transformiste de Lamarck et la sélection naturelle de Darwin, il est convaincu que c'est sous le climat tropical que s'est fait l'évolution des primates en hommes. Et comme Dubois croit à une parenté des hommes et des gibbons, une espèce typique de l'Indonésie, il part là-bas à sa découverte. En 1890, il se rend à Java, en Indonésie, où il paye 2 ingénieurs responsables d'un groupe de travailleurs condamnés en justice, avec ordre de trouver des ossements. C'est alors qu'en août 1891, ils prétendent découvrir une cale crânienne, un fémur, un fragment de mâchoire et 3 dents d'une espèce simiesque originelle, et c'est à partir de là qu'il a concocté l'homme de Java. Il mesurait environ 1,73 m, et ses fémurs montrent qu'il marchait droit comme les humains modernes. Mais les incohérences ont vite surgi. Il s'avère en fait que le fémur est plus récent que la calotte crânienne qui appartient à un humain moderne, pendant que les dents trouvées étaient en fait celles d'un orang-outan. C'était en fait un conglomérat d'ossements d'origine multiple. La première année de sa parution, les fossiles de Dubois étaient si controversés que près de 80 publications scientifiques débattent de sa validité. La polémique tournant en sa défaveur, Dubois enferma le fossile dans un coffre jusqu'en 1923, soit pendant 30 ans pour que personne ne l'examine. Plus de 50 ans après la découverte de Dubois, le paléontologue Ralph von Koenigswald se souvient. Aucune autre découverte paléontologique n'a créé une telle sensation et conduit à une telle variété d'opinions scientifiques contradictoires.
En 1912, un médecin et paléanthropologue du nom de Charles Dawson a affirmé avoir trouvé un fragment de mâchoire et de crâne d'une forme transitionnelle d'homme-singe dans une fosse à Piltdown en Angleterre. Il aurait 500 000 ans et a été présenté comme une preuve absolue de l'évolution humaine dans les musées du monde entier. Au cours des 40 dernières années, des dizaines d'articles scientifiques, des reconstructions artistiques et plus de 500 thèses de doctorat ont été écrites sur l'homme de Piltdown. Des objections et des critiques ont été soulevées immédiatement par des contemporains comme Arthur Kite, mais ont réussi à être atténuées par Dawson jusqu'en 1953, jusqu'à ce que des tests ont prouvé de manière concluante que le crâne de Piltdown était en fait un humain mort au XIVe siècle, alors que la mâchoire inférieure provenait d'un orang-outan récemment décédé. L'homme de Piltdown disparaît alors soudainement des thèses évolutionnistes et se révèle être une des fraudes les plus popularisées. Plus tard, en 1927, Davidson Black déclara qu'il avait découvert, près de Pékin, 5 crânes et plusieurs dents appartenant à une ancienne espèce d'homme-singe, largement connue sous le nom de l'homme de Pékin. La particularité de cette trouvaille est que les crânes sont profondément troués à l'arrière, ce qui pour Davidson Black constituerait la preuve d'affrontement entre des primates qui pour la première fois font usage de pierres et de massues. Sauf que ce que Davidson se garda de dire, c'est que sur le même lieu où ce supposé chaînon manquant a été trouvé, il y avait à l'époque un site d'extraction de calcaire utilisé par les locaux. En outre, sur place, il y avait également les restes de 10 squelettes humains munis d'une variété d'outils. Une série de critiques émergent et font vite le rapprochement. Les crânes de singes troués à côté des squelettes humains révèlent simplement les pratiques alimentaires dans cette partie du monde, où le cerveau de singe est un repas traditionnel emblématique. Puis comme par hasard, entre 1941 et 1945, tous les os d'origine ont été mystérieusement perdus, ne laissant que quelques moulages en plâtre à examiner, toujours utilisés et exposés aujourd'hui pour démontrer la théorie de l'évolution. À savoir que la République populaire de Chine a employé l'homme de Pékin comme vedette de sa théorie de l'évolution, arguant que le premier humain est originaire de Chine plutôt que d'Afrique. C'était une tentative de convaincre le monde entier que les Chinois étaient les premiers habitants du monde. Ensuite, le Ramapithecus, découvert en 1932, âgé prétendument de 8 à 14 millions d'années, a longtemps été considéré comme une étape précoce sur la voie menant à l'homme. Il était même regardé dans les années 60 comme l'ancêtre de l'homme. La reconstruction de Ramapithecus se basait uniquement sur 2 fragments d'une mâchoire supérieure et quelques dents de 2 pays différents, d'Afrique et de Turquie. Mais à partir de ces mâchoires, les paléanthropologues ont spéculé à quoi ressemblait le reste du corps, ainsi que sa posture, ses poils, etc. Établir une espèce sur cette base est une attitude non scientifique, car les éléments sont profondément insuffisants. Même aujourd'hui, avec un fragment d'un homme décédé récemment, on ne pourrait établir son profil physique. Alors pourquoi les paléontologues prennent-ils la liberté d'interpréter et de décrire l'existence d'espèces à partir d'anciennes mâchoires d'animaux ? Dans le livre « L'homme de la préhistoire », on affirmait à l'époque, comme établi sur du roc, que si l'on dessine les dents et le palais de Ramapithecus, d'abord sur ceux d'un orang-outan puis d'un homme, la similitude avec l'homme est manifeste. On voit aujourd'hui les choses à l'inverse. Les caractères autrefois prétendument humains sont censés aujourd'hui avoir la plus grande similarité avec ceux des orang-outans. Cette croyance erronée résulte de l'assemblage en 1932 de fragments de dents et d'os supérieurs pour former les 2 grands morceaux illustrés à gauche de l'image. Les dents ressemblaient ainsi à l'arc parabolique de l'homme, illustré en haut à droite. Mais en 1977, une mâchoire inférieure complète de Ramapithèque a été découverte. La véritable forme de la mâchoire n'était pas parabolique, mais en forme de U, ce qui correspond à la forme d'un véritable singe. Ces études plus approfondies, portant sur les fossiles du Ramapithèque, font conclure aux paléontologues qu'une parenté étroite existe entre le Ramapithèque et l'orang-outan, plutôt qu'une parenté entre le Ramapithèque et l'homme. En se basant sur quelques dents et une partie de palais, on a affirmé que Ramapithecus était anthropoïde, le palais prétendument courbé qui s'incline vers l'arrière et l'extérieur comme chez l'homme servait de preuve. En revanche, les singes, comme le Ramapithèque, possèdent un palais plat en forme de U. Depuis, le Ramapithecus a été abandonné de la chaîne évolutive entre le singe et l'homme.
L'une de nos plus anciennes ancêtres retrouvées serait Lucie, représentante de l'espèce de singe Australopithecus afarensis, qui est censé avoir vécu il y a 3,6 millions d'années. En 1974, Donald Johnson et Yves Coppens ont découvert Lucie en Éthiopie. Largement médiatisée comme notre plus ancienne ancêtre humaine directe, Lucie a fait le tour habituel des revues scientifiques et des manuels scolaires. De nombreuses représentations 3D affleurent sur le net. Les scientifiques la représentent avec un mélange de traits de singe et d'humain, de longs bras pendants et des jambes adaptées à la marche debout. En effet, Lucie était censée être bipède. Mais au risque de vous décevoir, Lucie, comme toutes les reconstitutions 3D réalisées dans le domaine d'espèces anciennes disparues, qu'il s'agisse de primates ou même de dinosaures, sont purement hypothétiques. Lucie, c'est ça. Moins de 40% de fragments retrouvés, des os à moitié détruits et un crâne quasi inexistant. Vous voulez un autre exemple? Le Tailardina, un des plus anciens primates connus ayant supposément vécu de 56 à 47 millions d'années, que l'on présente avec un visage, une queue, des couleurs, ressemble en fait à ça. Une mandibule. Ces éléments sont invalides scientifiquement au sens qu'ils sont purement hypothétiques. Aujourd'hui, même un homme décédé récemment à qui nous aurions l'entièreté de son ADN ne pourra nous permettre de connaître avec précision à quoi il ressemblait. Selon Alain Stevanovic, spécialiste de l'identification par ossement et ADN, même en admettant que nous ayons de l'ADN d'un humain mort récemment, chose que nous n'avons évidemment pas pour les fossiles les plus anciens comme les Australopithèques, le Tailardina et tout autre type d'hominidés, les informations obtenues sont en effet purement génétiques et ne résultent pas de l'étude de marqueurs morphologiques à proprement parler. De ce fait, il peut exister de grandes différences entre la lecture du génome et l'expression phénotypique de l'individu. Mais j'ai encore mieux. Nous n'avons même pas l'ADN de Lucie ni du Tailardina comme l'immense majorité des fossiles anciens de plus de 30 000 ans. Alors comment pouvoir fonder à partir de ces simples fragments ne serait-ce qu'un semblant de morphologie? Ainsi, les évolutionnistes inventent des espèces, tantôt à partir d'un bout de mâchoire supérieure, tantôt d'une mandibule, les décrivent rigoureusement puis les catégorisent, mais cela ne repose sur rien si ce n'est leur imagination. Les os retrouvés ne permettent pas de connaître les matières molles des animaux, c'est-à-dire toute une partie de la forme du visage, la peau, les yeux, la queue, la chair ou les organes. Quant à l'anatomie et la biomécanique de l'animal, ces données sont souvent ininterprétables car les fossiles sont systématiquement incomplets et les os en grande partie cassés ou détruits. La majorité de ces fragments ne sont même pas datables. La datation par le carbone 14 des sols fossiles par leur matière organique pose souvent de délicats problèmes d'interprétation qui sont liés à la complexité des phénomènes dynamiques du carbone dans le sol, liés à des infiltrations d'eau et au mouvement des couches géologiques. Les échantillons peuvent être contaminés par d'autres matériaux contenant du carbone, tels que le sol entourant certains os ou des étiquettes contenant de la colle d'origine animale. L'analyse du radiocarbone ne permet pas de dater les matériaux non organiques et la méthode peut être extrêmement coûteuse. Par ailleurs, les échantillons de plus de 40 000 ans sont extrêmement difficiles à dater en raison des faibles niveaux de carbone 14 encore présents. S'ils sont vieux de plus de 60 000 ans, ils ne peuvent tout simplement pas être datés. La chronologie est donc toute relative. Le problème est qu'on assiste là à une interprétation totale de fossiles anciens qui évolue selon l'imagination de tel ou tel scientifique. Malheureusement, les illustrations présentées dans les documentaires, les films et les livres de biologie continuent de pulluler. Mais continuons à parler de Lucie. Donald Johnson a modestement affirmé que Lucie était la découverte la plus importante faite par quiconque dans l'histoire de toute l'espèce humaine. Et les médias l'ont présenté comme un héros. Grâce à ça, il a été promu et a reçu son propre institut de biologie humaine à Berkeley. Fait étrange, les 8 premières années de sa découverte, il n'a jamais permis aux scientifiques d'examiner les os de Lucie, soit jusqu'en 1982. Depuis lors, et au fur et à mesure de plus en plus de morceaux d'os disséminés à travers la planète ont été interprétés comme étant des australopithèques, comme en témoignent les squelettes MH1 et MH2. Mais en 1999, le scandale éclate. Le magazine français Science et Vie a publié un article majeur qui se nomme « Adieu Lucie ».
écrivant sur le fait que Lucy, le fossile d'Australopithèque le plus célèbre, n'était pas la racine de l'espèce humaine et a dû être retiré de notre supposé arbre généalogique. Yves Coppens, co-découvreur de l'Australopithèque africaine en 1974, explique la même année dans un article de Libération qu'il souhaite, je cite, « en finir avec Lucy, qu'elle n'est ni la plus vieille femme du monde, ni notre ancêtre direct. » De son côté, Lord Solly Zuckerman et le professeur Charles Oxnard ont fait 15 ans de recherche sur les Australopithèques avec une équipe de 5 spécialistes qui sont arrivés à la conclusion que tous les différents spécimens d'Australopithèques qui ont été examinés n'étaient qu'un genre de singe ordinaire et certainement pas bipède. Après avoir été examinés et comparés, les données de nombreux évolutionnistes de premier plan s'accordent à dire que Lucy est simplement un type de singe éteint, semblable aux chimpanzés pygmées modernes et rien de plus. Les résultats ont montré que l'Australopithèque avait une structure osseuse similaire à celle d'un orang-outan moderne. Lucy était incapable de marcher avec une stabilité statique car son centre de gravité était placé plus haut et plus en avant que celui des humains. Des anatomistes renommés, Lord Solly Zuckerman et le professeur Charles Oxnard, ont mené des travaux de recherche approfondis sur différents exemplaires d'Australopithèque et en ont conclu que cette créature ne pouvait marcher comme un humain vertical. Il n'était pas bipède, ne pouvait pas parler, passait la plupart du temps dans les arbres et marchait à 4 pattes. Pourtant, l'affirmation selon laquelle Lucy marchait verticalement était un point de vue que les paléanthropologues comme Richard Leakey et Donald Johnson ont défendu depuis des décennies dans les médias. Mais les Australopithèques n'ont en fait pas de relation avec l'homme. Ils sont uniquement une espèce éteinte de singes et ne représentent pas un maillon dans la chaîne de l'hominisation. La comparaison des crânes d'Australopithecus afarensis et d'un singe actuel ne montre pratiquement pas de différence. C'est pourquoi on ne s'étonne pas que Charles Oxnard a écrit « Il est plutôt improbable qu'un des Australopithèques puisse avoir un quelconque lien phylogénétique avec l'homme. » Et plus loin, les fossiles d'Australopithèques offrent une mosaïque d'attributs et de caractéristiques uniques qui ressemblent à ceux de l'orang-outan. Lucy était apparemment une sorte d'orang-outan. Cependant, malgré ces découvertes, les articles de presse et les films à l'effigie de Lucy continuent de fleurir et de propager la fraude de la femme singe, toujours traitée comme un fait scientifique, sans aucune contenance. Après les Australopithèques, caractérisés par Lucy, était censé venir le stade suivant de l'évolution humaine, défini comme Homo, qui veut dire être humain en latin. C'est alors qu'intervient l'Homo habilis, datant de moins 2,4 à moins 1,5 million d'années, qui avait été considéré comme le trait d'union entre l'Australopithèque et l'homme moderne. Pour prouver l'existence d'une forme de transition, on a postulé qu'un fossile de crâne et de squelette découvert par Tim White, nommé OH62, correspondait à l'Homo habilis. Mais en 1994, l'anthropologue américaine Holly Smith a publié une analyse détaillée et a signalé qu'Homo habilis ne pouvait appartenir au genre Homo. La reconstruction montre un petit volume crânien, de longs bras et des jambes courtes. Dans l'ensemble, des attributs caractéristiques d'Australopithèque, donc, comme nous avons vu précédemment, du singe. L'autre exemplaire analysé d'Homo habilis, nommé STW53, était encore plus primitif que les Australopithèques, et leurs prérequis pour la marche étaient encore plus mauvais. L'étude d'Holly Smith conclua « STW53 ne représente sans doute pas un stade intermédiaire entre les Australopithèques et l'Homo erectus ». Dans le même sens, Loring Brace écrivait « L'Homo habilis est un taxon vide qui a été propagé en raison de découvertes inexactes et devrait être à nouveau enterré sous toutes ses formes. » Parmi d'autres critiques, on peut citer le scientifique Wilfred Legros-Clark qui remettait en question la pertinence d'Homo habilis, et T. Robinson qui affirmait même que les fragments retrouvés correspondaient à un mélange falsifié de parties de squelette de l'Australopithèque et de fragments humains. C'est alors que les scientifiques se sont davantage focalisés sur le crâne KNM-ER 1470 qui avait été découvert en 1972 afin de créer Homo rudolfensis. Richard Leakey, qui a mis à jour le fossile, avait présenté au public le crâne prétendument âgé de 2,8 millions d'années comme la plus grande découverte dans l'histoire de l'anthropologie. Selon Leakey, Homo rudolfensis avait comme l'Australopithèque un petit cerveau dû à sa capacité crânienne, mais avec la structure faciale d'un homme. Il était certainement la forme de transition manquante entre l'Australopithèque et l'homme selon ce scientifique. Mais peu de temps après, il apparut que la structure faciale humaine du crâne KNM-ER 1470, que l'on voyait souvent dans les revues scientifiques, était le résultat d'une erreur d'assemblage des fragments crâniens.
Le visage avait en réalité un aspect encore plus simiesque que l'Australopithèque. Le paléanthropologue Icronin a déclaré que l'aspect relativement primitif de certaines caractéristiques relie Homo rudolfensis non pas à une prétendue forme de transition, mais aux Australopithèques africanus. Loring Brace de l'Université de Michigan est parvenu à la même conclusion après son analyse de la structure maxillaire et dentaire du crâne ER 1470 et a dit qu'il avait précisément le visage et les dents d'un australopithèque, c'est-à-dire d'un singe. En somme, Homo rudolfensis n'est pas un animal hybride ou un homme des cavernes, mais un singe. Même le paléanthropologue et le professeur Alan Walker insistent sur le fait que le crâne doit être considéré comme une espèce d'Australopithecus, donc comme un singe. D'ailleurs, quand KNM-ER 1470 fut découvert, on estima l'âge de ce crâne à 2,9 millions d'années, car il se situait sous une couche de tuf, dont l'âge avait été fixé par radiométrie à 2,6 millions d'années. Mais il apparut plus tard que l'on s'était en fait trompé dans le calcul de l'âge du tuf, parce que les échantillons examinés avaient été souillés par de la roche volcanique plus ancienne. KNM-ER 1470 devait donc être rajeuni à 1,8 million d'années, et il était souvent exactement aussi âgé qu'Homo habilis. Le maillon prétendument ancien d'une série évolutive devenait manifestement l'élément le plus jeune d'une autre chaîne. En résumé, on peut constater que des classifications comme Homo habilis ou Homo rudolfensis, qui sont présentées comme des maillons transitionnels entre les australopithèques et l'Homo erectus, sont complètement imaginaires. Comme le confirment aujourd'hui certains chercheurs, ces êtres vivants sont des membres de la série Australopithèque, donc d'une espèce de singe. Il n'y a aucun maillon intermédiaire à placer entre l'homme et le singe, alors que selon la théorie de l'évolution, ce sont des milliers de générations transitoires que nous devrions trouver sous nos pieds. Cette nouvelle connaissance ne s'impose que maintenant, après que pendant des années, on a fêté l'Homo erectus, l'Homo habilis ou l'Homo rudolfensis dans les revues spécialisées et les magazines du monde entier, sous le crépitement des flashs, comme la preuve de l'homonisation et de l'exactitude de la théorie de l'évolution. Les membres intermédiaires que l'on postulait jusque-là se sont révélés être des mirages. En conséquence, Homo habilis est reclassifié par quelques scientifiques en Australopithecus habilis. Le fameux homme habile, introduit au début des années 1960 par Louis Leakey, a donc perdu son statut d'homme transitionnel en raison des connaissances morphologiques. Puis, avec Homo erectus, le premier représentant de l'homme est apparu. L'Homo erectus, en latin qui signifie « l'homme debout », est jugé de façon très variable par divers chercheurs. En fait, c'est un conglomérat de désignations, catégories, groupes et sous-groupes qui ne reflètent au fond que la relativité de toutes ces notions. Certains distinguent l'Homo ergaster, plus ancien, et l'Homo erectus, plus tardif. D'autres distinguent l'Homo ergaster africain, l'Homo erectus asiatique et l'Homo heidelbergensis européen, appelé autrefois Homo sapiens archaïque, qui est censé n'avoir été précédé que par un Homo antécessor. L'évolution de l'homme est censée s'être accomplie comme suit. Homo erectus, Homo heidelbergensis, néandertalien et enfin l'homme moderne. Examinons d'abord l'Homo erectus, qui est présenté comme la forme la plus primitive de l'homme. La capacité crânienne de l'Homo erectus oscillait entre 900 et 1100 cm3 et se trouve ainsi à la limite inférieure du volume encéphalique des hommes modernes. Les évolutionnistes distinguaient l'Homo erectus des singes anthropoïdes en lui ajoutant la propriété de la posture corporelle verticale. Mais il n'existe aucune différence entre le squelette de l'homme moderne et celui de l'Homo erectus. La raison principale pour laquelle les évolutionnistes considéraient l'Homo erectus ou Homo heidelbergensis comme primitif et plus ancien,
sont leurs arcades sourcilières épaisses et surtout la taille du cerveau qui se situe entre 900 à 1100 cm3 et qui serait prétendument inférieure à celle de l'homme moderne qui est en moyenne de 1300 cm3. Cependant, si la moyenne de l'homme actuel est de 1300 cm3, on sait qu'il existe à travers le monde divers peuples dont la taille encéphalique, c'est-à-dire la capacité crânienne, est la même que celle du prétendu Homo erectus, notamment les pygmées. La moyenne de 1300 cm3 est simplement une moyenne, et qui n'est pas représentative d'un nombre non négligeable de population. Même logique pour les arcades sourcilières épaisses que l'on retrouve chez les aborigènes d'Australie. Les paléontologues ont tellement les yeux rivés sur leur microscope qu'ils oublient d'observer la composition de notre espèce actuelle. Les différences attribuées entre Homo erectus et Homo sapiens ne sont en définitive que le reflet de celles qui existent déjà entre des pygmées et des aborigènes d'Australie ou des Européens. D'ailleurs, figurez-vous qu'à l'origine, les fossiles qui ont rendu célèbre dans le monde l'Homo erectus sont ceux de l'homme de Pékin et de l'homme de Java, qui, comme nous l'avons abordé précédemment, sont des fraudes. Malgré qu'ils furent discrédités, d'autres chercheurs ont fait le choix de reprendre cette désignation d'Homo erectus pour des nouveaux fossiles trouvés en Afrique. Puis, quelques fossiles qui représentaient prétendument des Homo erectus ont été classés par quelques évolutionnistes dans une nouvelle classe nommée Homo ergaster. Tous ces fossiles doivent être abordés ici sous la catégorie de l'Homo erectus. L'exemplaire le plus célèbre de l'Homo erectus qui a été trouvé en Afrique est le garçon du Turkana. La structure verticale du squelette du fossile ne se distingue en aucune manière de celle de l'homme moderne. C'est pour cette raison que le paléontologue américain Alan Walker a déclaré qu'il doutait de savoir si un pathologiste était capable d'établir une différence entre le squelette du fossile et celui d'un homme moderne. Même l'évolutionniste Richard Leakey déclare que la différence entre Homo erectus et l'homme moderne est minime. Le professeur William Lowling de l'université du Connecticut a pratiqué des examens approfondis chez des Esquimaux et des habitants de la chaîne des îles des Aléoutes et a remarqué une ressemblance extraordinaire de ces hommes avec l'Homo erectus. En conclusion, il s'agit dans tous les cas, y compris chez Homo erectus, uniquement de diverses variantes de l'homme. L'idée qu'Homo erectus est une classification superflue gagne en importance dans les cercles scientifiques. Le journal American Scientist rapporte que les participants de la conférence de Senckenberg en l'an 2000 en sont venus à un débat échauffé sur le statut taxonomique de l'Homo erectus. L'élément déclencheur avait été l'argumentation présentée par plusieurs scientifiques, tendant à montrer que l'Homo erectus n'avait pas de validité en tant qu'espèce indépendante et devait tout bonnement être supprimé. L'Homo erectus est un Homo sapiens. Finalement, les représentants du genre Homo constitueraient une espèce largement variable et très répandue d'Homo sapiens. Peut-être François de Sales a-t-il raison quand il dit qu'Homo erectus représente une autre variante plus sauvage de l'homme. Comparativement, ours brun et ours blanc sont indistinguables du point de vue du squelette, mais ont deux modes de vie tout à fait différents. Le squelette le mieux conservé d'un Homo erectus est vraisemblablement la découverte KNM WT 15000. Ce fossile est censé avoir 1,6 million d'années et représente même une preuve opposée à la théorie de l'évolution, car il ressemble aux hommes modernes foncièrement plus jeunes. L'évolutionniste Donald Johnson compare même la forme et les proportions des membres de cette pièce avec des Africains équatoriaux d'aujourd'hui. En conclusion, Homo erectus n'est en fait qu'une branche des hommes modernes. Si l'on tient compte de la disparition de l'Homo habilis et de l'Homo erectus, il apparaît un abîme infranchissable entre le singe, caractérisé par l'Australopithèque, et l'homme, caractérisé par Homo sapiens. Dans les fossiles, les hommes apparaissent sans préhistoire évolutive liée aux primates. Ce fait s'oppose totalement à la philosophie et à l'idéologie dogmatique des évolutionnistes. C'est pourquoi, à travers leurs publications, les reconstructions 3D de l'Homo erectus sont volontairement représentées avec des traits de visage simiesques, alors que de l'autre côté, des singes comme Australopithecus ou Homo habilis sont humanisés.
un pont est jeté artificiellement sur l'abîme entre ces deux groupes. Ainsi, en guise de remplacement, de nouvelles découvertes mèneront à de nouvelles espèces hypothétiques qui viendront s'ajouter à l'arbre généalogique évolutionniste. Mais il s'agit à chaque fois en réalité de singes ou d'hommes, puisqu'il n'y a pas de transition du singe à l'homme dans les témoignages fossiles.